Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à Nouvel Ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à Nouvel Ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver après ce trop long silence. Je suis passée par une période de doute sur la poursuite ou non du podcast et pourtant je vous promets que ce n'est ni l'inspiration ni les sujets qui me manquent. Merci donc à Jeanne, André, Guida, Laurent et à tous ceux, ils se reconnaîtront, qui m'encouragent régulièrement à poursuivre. Je reviens aujourd'hui avec un épisode un peu différent des autres puisque cette fois-ci, c'est moi qui me suis prêtée au jeu de l'interview en répondant aux questions de Jean-François Nantel, initiateur avec Éric Lheureux du podcast Innovation, Agilité et Excellence. L'occasion de vous livrer mes réflexions personnelles sur l'ordre établi. Qu'est-ce qui a déclenché mon désir de travailler sur le sujet ? Quelle définition simple donner de l'ordre établi ? En quoi peut-il constituer un obstacle pour une entreprise ? Comment freine-t-il l'innovation et le progrès ? Vos retours, comme vos idées d'interview ou de sujets, sont comme toujours très précieux. N'hésitez donc pas à m'écrire ou à me laisser un commentaire. L'ordre établi reste encore un impensé. Il y a pourtant tant de choses à dire. Et dans le prochain épisode, dans 3 semaines, c'est un neuroscientifique qui nous expliquera le rôle que joue notre cerveau dans la stabilité des ordres établis. Je ne vous en dis pas plus à ce stade. Bonne écoute. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-François. Laurence, tu fais des podcasts pour explorer notre rapport au monde et à clarifier notre rapport à l'ordre établi. Commençons par des définitions. Moi, je suis québécois, j'aime bien qu'on s'entende bien sur le sens des mots. Comment définis-tu cette notion d'ordre établi? Oui, alors la notion d'ordre établi, en fait, elle m'est apparue à travers mon expérience des collectivités territoriales. C'est un monde que je connais très bien, j'en suis issue, je continue à les accompagner et mon observation en fait de ce monde-là m'a amené à questionner le modèle de gouvernance interne, puisque dans les collectivités, c'est le maire et non pas le directeur général qui a l'autorité en fait sur l'ensemble du personnel, et ça très concrètement, eh bien ça signifie que c'est lui qui va choisir qui il veut recruter, il peut choisir toute la politique RH, à qui il donne des sanctions ou des primes, il peut définir l'organigramme, etc. Et ça en fait, ça ralentit énormément le fonctionnement et même parfois ça entraîne certaines dérives. Alors, j'ai écrit des articles là-dessus, il y en a même qui ont été publiés dans la presse, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que quand j'interroge en fait les directeurs généraux sur ce système pour leur demander si pour eux c'est OK, eh bien la plupart du temps ils me répondent oui Laurence, vous avez raison, c'est un souci, mais ça peut pas se questionner, c'est un ordre établi. Tu vois, c'est là que j'ai compris le poids et la portée de l'ordre établi, c'est-à-dire finalement une distribution des places, des rôles et des pouvoirs qui à un moment donné se figent et qui peut plus se questionner parce que ça apparaît au plus grand nombre comme un ordre naturel indépassable. Tu vois, une espèce de plafond de verre qui interdit de penser les choses autrement. Et puis l'ordre établi, c'est aussi finalement une forme d'assignation à une place. Là, en l'occurrence, les directeurs généraux, ils sont assignés à exercer non pas seulement en rendant compte au maire, ce qui serait tout à fait normal, mais vraiment à exercer sous la tutelle du maire. Et ça, je pense que c'est possible parce qu'il y a une forme aussi de sacralisation en fait de la fonction du maire. Alors, on peut penser que l'ordre établi, c'est seulement dans la fonction publique, qui est issue d'une culture très bureaucratique, on le sait tous. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'ordre établi, finalement, il y en a dans
toutes les structures sociales. Dès qu'un groupe est un peu organisé, bien au fil du temps, il y a des ordres établis qui apparaissent, que ce soit au niveau de la société, du travail, des institutions ou de la famille, il y en a en permanence. Donc, tu vois, dans beaucoup d'entreprises, par exemple, même si c'est un peu tacite, eh bien, on ne déjuge pas la hiérarchie. Ben ça, c'est un ordre établi, souvent qu'on ne questionne pas, et même certains pourraient me dire, mais Laurence, enfin, on a toujours fait comme ça, on ne va pas commencer à déjuger la hiérarchie. Le fait que, eh bien, à poste équivalent, les femmes soient moins payées que les hommes, même si ça commence à se questionner, ben tu vois, ça, typiquement, c'est un ordre établi qui a semblé jusqu'à présent tout à fait normal et naturel au plus grand nombre. Donc voilà, je pourrais citer comme ça de multiples exemples, on y reviendra peut-être dans le monde du travail, de choses qu'on n'ose pas de questionner. Et donc, si tu veux, en synthèse, voilà, c'est ça un ordre établi. C'est un principe qui peut être explicite ou implicite, mais qui assigne certains à une place et qui apparaît au plus grand nombre comme un ordre tout à fait naturel, évident, et donc qui ne se questionne pas. Là, je vois bien qu'est-ce qui se cache derrière ces questions-là, et puis même le fait que l'ordre établi se perpétue lui-même, même par des gens qui n'ont pas contribué, entre guillemets, à le construire, à l'établir. Donc, on arrive dans une organisation, c'est comme ça, tu apprends que c'est comme ça, et tu ne le, comme tu dis, ne le questionnes pas. C'est exactement ça. Mais j'aime bien cette notion-là de commencer à se dire, oui, mais justement, en quoi est-ce que cet ordre établi pourrait-il devenir un problème ou est-il un problème dans certains cas? Comment est-ce qu'on évalue ça? Et peux-tu nous donner quelques exemples où l'ordre établi empêche un collectif ou une organisation ou une entreprise de se développer ou de prendre, entre guillemets, sa place ou de mieux fonctionner? Oui. Alors déjà, il ne faut pas se tromper. Ce qui est ennuyeux pour moi dans l'ordre établi, ce n'est pas la notion d'ordre. Parce que l'ordre, il est nécessaire pour organiser un collectif, qui plus est une entreprise. Pour moi, ce qui est problématique dans l'ordre établi, c'est qu'il ne puisse pas se questionner. C'est d'ailleurs même un élément de repérage, en fait, de ce qu'est un ordre établi. Ça signifie que le collectif, il finit par être au service d'un principe de fonctionnement, alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Les principes de fonctionnement doivent servir le collectif. Donc, tu vois, ça devient un principe, finalement, qu'on finit par défendre, voilà, quelle que soit la situation, fût-il devenu injuste ou contre-productif. Donc ça, déjà, c'est un élément important. Pour moi, le problème et je vais te donner des exemples, bien sûr, mais le problème de l'ordre établi, c'est la pensée dogmatique. C'est la pensée unique, c'est de croire finalement, c'est de confondre une norme sociale, c'est-à-dire définie par des individus, avec un ordre naturel, même parfois avec un ordre moral. C'est toute la mythologie qu'on se raconte autour de non, ça peut pas se dépasser, on a toujours fait comme ça, on peut pas faire mieux, tu vois, par exemple, au niveau sociétal, et puis après je te donnerai des exemples en entreprise. On a tous à peu près dans l'idée que la démocratie représentative est un horizon indépassable, alors qu'il y a d'autres formes de démocratie qui ont été testées et qui fonctionnent. Donc ça, c'est intéressant. Et puis un autre élément qui me semble pour moi assez problématique, c'est que, comme je le disais précédemment, l'ordre établi assigne à une place. Et l'assignation, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Pendant très longtemps, les femmes n'avaient que des rôles seconds au sein de l'entreprise. Ça se questionnait pas. Donc, l'ordre établi, pour moi, au sens de principe qui ne se questionne pas, c'est ce qui interdit finalement de penser une quelconque évolution, c'est ce qui fige la pensée, c'est finalement ce qui ralentit le progrès social, mais aussi, pour moi, la performance. Pour moi, il y a un lien très net entre certains ordres établis et, tu vois, les difficultés de recrutement actuelles des entreprises. On voit bien d'ailleurs la génération Z, j'ai fait un épisode aussi là-dessus, qui refuse d'entrer dans certains schémas extrêmement figés. Donc j'ai envie de dire, au-delà du progrès social, même en termes de performance, ça a des conséquences en fait aussi sur les entreprises.
Ouais, quand tu parles, ça m'évoque tout un ensemble de situations, tout un ensemble dans les 30, 35 années de carrière où on voit bien, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et cet ordre établi peut, comme si je vais te paraphraser, moi qui dis qu'il faut s'adapter à un ensemble de circonstances pour bien choisir les méthodes, eh bien, l'ordre établi, au contraire, va avoir tendance à dire, on a toujours fonctionné comme ça. Alors, dans le cadre de révolutions importantes que nous vivons, comme la révolution numérique, la révolution, entre guillemets, climatique, l'ordre établi va devenir un frein, comme tu dis, un frein à... Bon, et ce qui m'amène à ma question suivante, ça devient un frein à l'innovation. Est-ce que, si je comprends bien, lorsque l'ordre établi prend le pouvoir, entre guillemets, et il s'impose sans partage, est-ce que donc nécessairement ça va tuer toute forme d'innovation, et puis d'innovation, ça veut dire essai-erreur, ça veut dire ce que j'aime bien dire, l'erreur est humaine, mais c'est la répéter qui est diabolique. Donc l'ordre établi, lui, tue un peu tout ça, tue l'innovation, tue la différence finalement. Oui, alors je dirais que plus que tu disais il s'impose sans partage, c'est plutôt quand il s'impose sans questionnement. C'est plutôt ça. Hein. L'ordre établi, c'est pas forcément une forme autocratique. Hein. Voilà, mais c'est plutôt ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on a toujours fait comme ça. Et donc oui, tu as tout à fait raison, parce que l'innovation, par essence, c'est questionner l'existence, c'est penser, comme on dit maintenant, out of the box. Donc, alors que l'ordre établi, c'est exactement l'inverse. L'ordre établi, c'est vraiment... reste dans la boîte. Et c'est exactement ça. C'est reste dans la boîte, reste à ta place. Donc, c'est effectivement exactement l'inverse. Donc oui, quand on est dans un environnement trop contraint, trop corseté, la place pour justement penser autre chose, penser l'innovation, penser des réponses aux défis auxquels on est confronté, évidemment, c'est un véritable frein. Je suis complètement d'accord. Tu parles aussi d'injustice. Donc, lorsque l'ordre établi finit par être injuste au sein des entreprises, pourquoi est-ce que les personnes continuent ou acceptent-elles de continuer à s'y soumettre? Est-ce que c'est seulement de la peur du changement? Mieux vaut un connu désagréable qu'un inconnu qui pourrait être pire, mais qui pourrait être meilleur aussi. Est-ce que c'est une question de déséquilibre entre les parties? Qu'est-ce qui fait que les gens continuent, entre guillemets, à se soumettre à certaines normes qui n'ont pas été questionnées depuis Mathusalem, disons? Ouais. Alors tu vois, ça pour moi c'est une vraie question. Et d'ailleurs, pour être tout à fait sincère, c'est une question qui me taraude et continue à me tarauder. Alors je commence à avoir quelques éléments à travers les interviews que je fais dans le podcast, justement pour essayer de mieux comprendre ça. Mais pour être tout à fait sincère, ça reste encore très partiel. Mais vraiment, la question qui me taraude, effectivement, c'est comment ceux qui occupent la place la moins favorable dans un ordre établi finissent par l'intégrer et même souvent par la légitimer. Alors ça, c'est vraiment pour moi une question incroyable. Et je te dis, j'ai pas encore toutes les réponses. Mais ce que je peux apporter là comme premiers éléments, et encore une fois, c'est vraiment issu des interviews justement de spécialistes sur le sujet. Le premier point, c'est le besoin d'appartenance. Qui est fondamental chez nous, chez l'être humain, ça c'est absolument fondamental. Et donc évidemment, quand on commence à questionner l'ordre en place, le risque, c'est de s'exclure du groupe. Bien souvent d'ailleurs, quand on commence à questionner l'ordre établi, on commence par être ridiculisé, voire stigmatisé. Et comme notre besoin d'appartenance est quand même très très fort, fondamental, bien souvent, effectivement, on va plutôt accepter de se soumettre plutôt que de prendre le risque de sortir du groupe, ou en tous les cas d'en être un petit peu écarté. Donc ça, je crois que vraiment, c'est important d'avoir ça en tête, ce premier besoin. Le deuxième qu'on connaît tous, c'est le besoin de sécurité.
L'être humain a besoin de sécurité, toi, moi, évidemment, enfin tout le monde. Et de ce que je comprends aussi, c'est que bien souvent, tu sais, c'est un peu le diptyque, la tension entre sécurité et liberté. Et bien souvent, l'ordre rassure d'une certaine manière. Donc, même si finalement on occupe la place la moins favorable, on se dit, il y a un ordre qui est assez naturel, qui me procure de la sécurité, donc je préfère quand même m'y soumettre. Donc ça, je crois que c'est aussi un point important. Oui. La troisième chose, c'est aussi notre rapport à l'obéissance. Je veux dire, depuis tout petit, on est formaté pour obéir, quand même. Oui. L'obéissance, évidemment, a certaines vertus, mais il faut quand même avoir conscience que depuis tout petit, dans la famille, à l'école et ensuite dans le monde du travail, on a été habitué à obéir. Donc obéir à l'ordre établi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui semble assez normal, finalement assez intégré chez nous. On se questionne assez peu. Et puis, la dernière chose à laquelle je n'avais pas pensé, et là dernièrement, en échangeant avec une connaissance, justement sur la situation des collectivités, cette personne me disait, mais... vous savez, Laurence, il y a un autre élément aussi, c'est que les directeurs généraux, si je prends cet exemple, ils sont en compétition les uns avec les autres par rapport aux postes, évidemment, qui se libèrent. Donc, parce que je disais, mais finalement, individuellement, je comprends qu'ils ne questionnent pas, mais collectivement, finalement, pourquoi vous ne questionnez pas ça ? Et il me répondait, ils sont en compétition, finalement, tous les uns avec les autres. Donc, prendre le risque, effectivement, de questionner l'ordre établi, c'est prendre le risque, effectivement, de ne pas être choisi. Donc, je pense que c'est un élément important aussi. Ouais, donc ça m'éclaire, en t'écoutant, ça m'éclaire sur... je fais souvent sur le podcast, moi je me souviens quand j'étais salarié chez Nortel, grosse entreprise de télécom canadienne, qui a fini par faire faillite, mais qui prenait des décisions selon, entre guillemets, le livre Harvard Business Review, alors que, justement, donc on va suivre, entre guillemets, cet ordre établi. Écoute, les grands penseurs du management nous disent de faire ça, on fait ça, et ça ne fonctionnait jamais. Au contraire, parfois, ça faisait juste aggraver la situation. Donc, ça m'aide à comprendre, il y a 15 ans, cette faillite, de toute façon, c'est du passé, mais j'ai pris du temps à essayer de comprendre, parce que moi, si je m'étais projeté dans le siège du dirigeant, je ne suis pas sûr que j'aurais pris exactement les mêmes décisions, ça, c'est pas ça que je voulais dire, mais je me serais inspiré des mêmes modèles décisionnels. J'aurais peut-être pas fait les mêmes choix exactement, mais et cette question-là d'ordre établi, je pense que c'est... Et moi qui vois les entreprises dans une perspective historique, elles ont une histoire et elles ont peut-être, comme tu dis, des crises d'adolescence ou des crises de la quarantaine. Elles ont peut-être... Alors ça, je vais continuer à réfléchir à ça, essayer de voir si ce parallèle-là peut fonctionner. Intéressant. Tu nous en as parlé un peu tout à l'heure avec la génération Z ou les milléniaux qui arrivent sur le marché du travail. C'est question de remise en cause de l'ordre établi. Est-ce que c'est pas aussi, en quelque part, le rôle des nouveaux entrants sur un marché, le marché du travail, bien sûr, libre ensuite à l'entreprise et à ceux qui la constituent de s'adapter, entre guillemets, ou pas, et d'avoir ces discussions difficiles-là sur... Est-ce qu'ils ont raison, il faut commencer à faire ça, ou au contraire, si ça fonctionne, donc on continue. Est-ce que c'est une question de génération uniquement, ou c'est une question de je ne veux pas dire de philosophie, mais de vision de la vie et de l'organisation? Non, je pense que c'est avant tout une question de vision, effectivement, de la vie et de l'organisation. On y reviendra peut-être, mais je pense que c'est essentiellement ça. Et par rapport à la question des nouveaux entrants, tu me demandes si c'est leur rôle. Je ne sais pas si c'est leur rôle, mais en tous les cas, c'est certain que quand on arrive dans une entreprise, c'est plus facile en arrivant, d'abord parce qu'on voit plus de choses que quand on y est depuis longtemps. Donc, c'est plus facile de questionner les évidences. C'est le fameux rapport d'étonnement qu'on demande souvent aux nouveaux entrants. Alors après, pour moi, le rôle, c'est plutôt celui du dirigeant, parce que quand les nouveaux entrants, qu'ils soient jeunes d'ailleurs ou moins jeunes, questionnent en fait ce qu'ils voient,
bien souvent, c'est pas suffisant parce que derrière, il y a tout un tas de conditionnements, en fait. Et si on les a pas mis à jour, si on comprend pas, en fait, pourquoi on en est arrivé là et comment, finalement, on peut évoluer, si on comprend pas les conditionnements qui ont fait qu'on en arrive là, finalement, ça change pas grand-chose. Et c'est pour ça, peut-être, c'est en tous les cas une hypothèse que souvent, les rapports d'étonnement, c'est intéressant, ça fait un échange intéressant, mais je sais pas, toi, dans ton expérience, mais en tous les cas, moi, dans ce que j'ai vu, ça change rarement le fonctionnement, même si la personne est écoutée avec beaucoup d'attention. Oui, oui, bien sûr. Mais là, tu piques ma curiosité, un rapport d'étonnement. Qu'est-ce que c'est? Je trouve ça... L'idée même m'intrigue et m'intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas, j'ai jamais vu ça. Alors, le rapport d'étonnement, c'est... Alors, c'est pas mon terme. Souvent, tu sais, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, on va au bout de quelques semaines, voire quelques mois, mais en général, c'est quand même assez rapide. Souvent, c'est le ou la DRH, justement, qui le reçoit, pour justement lui demander son rapport d'étonnement. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'il a contacté d'un peu bizarre? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a repéré dans le fonctionnement? Qu'est-ce qui l'a surpris? Qu'est-ce qui l'a surpris? Exactement. Oui. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'encore une fois, le regard neuf permet ça. Une fois qu'on est dedans, on prend ses habitudes et on voit plus justement toutes ces petites choses qu'en arrivant, justement, on arrive encore à questionner. Donc c'est ça le fameux rapport d'étonnement, effectivement, des nouveaux entrants. Juste une autre petite question, c'est piloté par les gens des RH, c'est piloté par le manager hiérarchique, c'est piloté par un comité d'étonnement. Mais tiens, un comité d'étonnement, quelle bonne idée. Dans ton expérience, qui pilote ça? Ça serait une bonne idée, le comité d'étonnement. Je ne l'ai jamais vu, mais je pense que c'est variable, mais en général, ce sont les ressources humaines qui ont justement cette vision transversale et qui après peuvent en faire quelque chose, pas toutes seules, mais donc en général, c'est les RH. Je vais changer un peu le sujet, là. Tu fais souvent référence à la philosophie dans tes podcasts. Au Québec, la hiérarchie sociale est dominée par les professions, entre guillemets, de médecins, d'avocats et d'entrepreneurs ou de dirigeants d'entreprise. Depuis les 20 ans que je vis en France, je le vois comme étant plutôt différent. Moi, je vois les philosophes dans ce top 3 selon ce que je perçois. La tienne, dans la hiérarchie sociale ou des professions, ce qui est les professions les plus admirées par la population en général, quelle est ta perception de ça ici en France? Donc, tu veux dire le lien entre philo et management? Non. Quelles sont les professions qu'on admire le plus dans la population? On dit, ah oui, il est ou elle est, professeur d'université, professeur des écoles, instituteur, médecin, chirurgien, écrivain. Alors moi, je vois philosophe, écrivain, vu de ma fenêtre, très valorisé, mais pas un bon manager, pas un bon dirigeant d'entreprise. On aime bien, au contraire, les vilipender un peu dans les médias français. Dans ta vision de la hiérarchie des professions les plus valorisées, qu'est-ce qui serait dans ton top 3 ici en France? Je pense que c'est très variable d'une personne à l'autre. En tous les cas, moi, ce que je constate, mais évidemment, je ne suis pas la seule, c'est quand même que la notion de statut et de diplôme reste très importante en France. Donc, ça, c'est vraiment... Enfin, surtout la notion de diplôme, ça reste quand même très prégnant en France. Donc, après, le top 3 des professions, très sincèrement, je ne saurais pas te répondre. Peut-être qu'on est moins sensible aux success stories qu'aux États-Unis, par exemple. Il me semble, que l'attention se porte peut-être pas exactement sur les mêmes choses. Et c'est vrai que dirigeant d'entreprise, c'est peut-être pas, mais encore, j'ai pas d'éléments, tu vois, pour objectiver ça. Mais c'est peut-être pas effectivement la profession la plus admirée en France, oui. Ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, tu vois, comme en France, on valorise beaucoup la profession d'ingénieur, qui ne l'est pas autant, par exemple, au Québec ou en Amérique du Nord en général. Donc, c'est des petites différences culturelles qui sont intéressantes.
Mais justement, pour rester sur cette question-là de philosophie, je travaille à l'ESSEC avec des professeurs. Et souvent, j'ai des professeurs qui arrivent en école de commerce via justement la philosophie. Ce que je n'ai pas vu dans mon expérience ou mes études ou mon expérience professionnelle à HEC Montréal ou au Canada ou aux États-Unis. Quel lien ferais-tu entre philosophie et management? Pourquoi est-ce que les deux, entre guillemets, iraient ensemble? Ah, c'est intéressant ça, comme question. Alors déjà, moi, je n'ai pas fait des études de philosophie, donc déjà, c'est important de le préciser. Et mon podcast n'est pas un podcast de philo. Mais je dirais que moi, ce qui m'intéresse, tu vois, dans la philosophie, justement, c'est la démarche de questionnement. C'est l'introduction du doute dans nos raisonnements, parce que finalement, on est tous plein d'angles morts. Et moi, les angles morts m'intéressent davantage que les certitudes, parce que c'est ce qui nous permet justement d'élargir notre vision du monde, notre compréhension, hein, tout simplement, même si parfois, justement, ces angles morts nous bousculent. Et moi, c'est précisément ce qui m'intéresse, justement, à travers la question de l'ordre établi, c'est d'aller questionner nos évidences, parce que si nos évidences, souvent nous rassurent, eh bien, parfois, elles nous desservent aussi. Tu vois, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, tout le monde pensait une société ne peut pas vivre sans esclaves. Jusqu'à Taylor, tout le monde pensait il y a d'un côté ceux qui pensent et puis de l'autre côté ceux qui exécutent, c'est normal, ça pourrait difficilement fonctionner autrement. Mais moi, la philosophie, je dirais qu'elle m'aide à penser le monde, à penser aussi ma place dans le monde, et comme une place se définit aussi par rapport à d'autres, toujours, hein, notre place, elle se définit comme ça, je dirais que la philosophie, ça aide aussi à penser l'ordre social, que ce soit au sein de la société, mais aussi au sein d'une entreprise. Voilà, donc pour moi, la question de l'ordre social, c'est aussi une question philosophique. Et alors, pour revenir à ta question, justement, le management, bien sûr, c'est piloter une entreprise en visant le plus de performances possibles. Mais pour moi, ça implique aussi d'élaborer une pensée autour des notions de place, de rôle et de pouvoir, parce que c'est tout sauf anodin. Et pour moi, en tous les cas, le management, ça peut pas se résumer à des recettes de cuisine. Ça implique vraiment d'avoir une certaine conscience de soi, une certaine conscience du monde, une certaine conscience de ce qui se joue dans la relation, de nos conditionnements. J'en parlais tout à l'heure. Si je prends un exemple, tu vois, le management, ça suppose l'obéissance des subordonnés, par définition, et du coup, c'est intéressant de s'interroger sur ce qu'implique l'obéissance et sur ses limites. À quoi j'obéis ? Et à quoi les gens obéissent ? Est-ce que j'obéis finalement à mes valeurs ? Est-ce que j'obéis à mon chef ? Est-ce que j'obéis à la loi ? Est-ce que j'obéis par intérêt ? Et puis jusqu'où j'obéis ? Ou par peur. Ou par peur. Ou par peur de la sanction. Exactement, tu vois. Et là, je renvoie à l'épisode que j'ai fait avec Rafi Dumedjan, qui est enseignant-chercheur à Grenoble, école de management. Donc l'épisode portait sur les vertus, tiens-toi bien, de la désobéissance managériale. Et donc là, en fait, Rafi Dumedjan expliquer que l'obéissance à l'extrême pouvait conduire à une forme d'étouffement, peut conduire à une forme d'étouffement de la créativité, et puis, mais aussi qu'elle conduit les gens à ne plus penser finalement, à plus se poser de questions sur ce qu'on leur demande de faire, avec des conséquences qui peuvent être négatives à la fois pour eux-mêmes et pour la société. Donc, tu vois, pour moi, penser le management, c'est aussi clarifier la vision qu'on a de l'ordre. Un management paternaliste, par exemple, ne va pas du tout reposer sur les mêmes fondements philosophiques qu'un management issu, on va dire, du courant de pensée de l'entreprise libérée. Tu vois, la place de l'homme, en fait, évidemment, elle n'est pas du tout la même, elle n'est pas pensée de la même manière dans les deux cas. Donc c'est en ça que pour moi la philosophie a vraiment toute sa place dans les sciences de gestion, justement pour sortir du prêt-à-penser et pour nous aider à avoir une pensée plus personnelle, plus juste, et je dirais même une pensée plus dense.
tu vois, pour sortir vraiment des seules recettes, en fait, sur le management. Et ta réponse me ramène un peu à ce modèle de leadership situationnel et puis et peut-être rajouter ou changer les dimensions d'analyse du leadership situationnel pour explorer cette dimension-là et voir à la fois sur le descendant et à la fois sur le remontant. Hein? Donc, peu importe où est-ce qu'on se situe, il y a toujours quelqu'un qui décide. Que ce soit, même quand on est des dirigeants, c'est le client qui décide. Donc, tu as beau avoir du pouvoir, le dirigeant, la dirigeante, à un moment donné, le client, il peut quand même... Eric, il dit, il y a 3 types de clients. Il y a ceux qui achètent ce que tu fais, mais qui vont acheter à autre chose s'ils trouvent mieux. Il y a ceux qui ne consomment pas ou qui n'achètent pas ce que tu produis ou les biens et les services que tu produis. Et il y a ceux qui achètent, c'est la concurrence, grosso modo. Donc, en quelque part, le dirigeant, lui aussi, a des patrons. Et je pense que c'est intéressant de voir ce que tu viens de nous dire sous cet angle-là. Ma dernière question, d'où est venue cette idée de faire des podcasts? Nous, on est très heureux, on a beaucoup de plaisir à faire ça, énormément de plaisir à faire ça. Je suis toujours content. Moi, je suis un peu comme à l'époque Mountain Equipment Co-op, qui eux, ils disaient, je veux pas une plus grosse part du gâteau, je veux faire grossir le gâteau. Alors, nous, on est dans cet esprit-là. Je veux faire grossir. Il y a de la place pour tout le monde et je pense qu'il y a besoin de ces contributions-là. D'où ça t'est venu, cette idée-là? Alors en fait, je me suis rendu compte que l'ordre établi, c'était un sujet très vaste, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça touche absolument toutes les formes de structures sociales, et puis en même temps un sujet pas du tout exploré. Donc moi, j'ai eu envie de le défricher pour en comprendre les mécanismes à travers le regard d'historiens, donc de philosophes bien sûr, mais de sociologues, de psychologues aussi, voilà, et aussi à travers le regard de personnes qui elles-mêmes font bouger les lignes. Donc ça m'a semblé intéressant. Donc c'est un podcast qui s'intéresse à la fois à la société, au monde du travail, bien entendu, mais aussi à des institutions telles que l'école, l'église, etc. Et donc ma première motivation, c'est vraiment de donner de la visibilité au sujet pour mettre davantage de conscience sur notre rapport au monde. Et puis parallèlement, j'accompagne en fait sur le sujet de l'ordre établi des personnes et des organisations, justement pour les aider à choisir plutôt que subir, c'est-à-dire en étant plus consciente de tous ces angles morts, tout ce qu'on ne voit pas. Et le podcast vient évidemment nourrir ma réflexion, justement à travers le regard de tous ces spécialistes. Et puis ça vient nourrir aussi les apports justement pendant ces 2 jours-là de formation, atelier plutôt autour de l'ordre établi. Donc mon souhait à travers ce podcast, ça a vraiment été de mettre de la lumière sur nos angles morts, à la fois sur la société et sur le travail. Je dirais même de pouvoir contacter finalement la relativité de nos certitudes, tu vois, et de pouvoir aussi peut-être aider certains à gagner en liberté intérieure. Donc voilà en gros, tu vois, d'où m'est venue l'idée et ma motivation profonde en fait à animer ce podcast. C'est pour moi, c'est toujours un beau complément aux articles, aux livres, le fait de pouvoir l'écouter. Ça donne une autre liberté. Ça n'occupe pas mes yeux. Et moi, j'aime bien pouvoir transmettre, mais sans monopoliser la vision. Ma dernière question. Tu fais une très belle carrière. Laurence, quel conseil donnerais-tu à un jeune ou à une jeune qui débute en organisation aujourd'hui? Alors déjà, le premier conseil que je donnerais à tous les jeunes qui débutent, en organisation ou pas, c'est déjà de s'interroger pour eux sur ce que signifie pour eux une belle carrière. Là encore, pour sortir des évidences. Tu vois, moi, une belle carrière, par exemple, ça n'a jamais été de monter dans la hiérarchie, monter dans l'échelle sociale. Ça a été vraiment de toujours faire des choses passionnantes, qui m'animaient. Et donc, chaque fois que je commençais à m'ennuyer, j'ai changé. Pour moi, c'est ça une belle carrière. Donc, j'inviterais déjà chacun à s'interroger là-dessus. Voilà. Et alors vraiment pour ceux qui se lancent dans l'organisation, qui est un métier absolument passionnant, moi le conseil que je donnerais, c'est vraiment de ne jamais se laisser enfermer dans des schémas, d'être créatif et surtout de se méfier du benchmarking.
C'est très à la mode, le benchmarking, et c'est intéressant, mais sans méfier, parce que le modèle dominant n'est pas toujours le meilleur modèle. Donc vraiment, ça pour moi, c'est absolument essentiel. Et voilà. Et pour tous, eh bien justement, de questionner toutes ces évidences qu'on ne questionne pas, parce que c'est ça aussi qui apporte énormément aux entreprises, même si c'est pas toujours facile, eh bien d'arriver toujours avec un regard neuf et donc d'oser questionner les évidences. Ouais, ce benchmarking qui peut être utile justement pour questionner l'ordre établi, mais qu'il faut, comme tu dis, il ne faut pas que ça devienne un dogme. Mais disons, tout le monde va faire, parce qu'il y a quelqu'un sur ce podcast qui disait, de toute façon, l'intelligence artificielle, elle va forcément donner toujours la même réponse, ou à peu près la même réponse, à la même question. Donc, du coup, ça peut tuer la diversité de nos entreprises. Cette diversité-là, en même temps, fait la richesse de notre monde. Ça, poussé à l'extrême, peut-être aussi à cause des problèmes. Ça, c'est sûr. Ça sera le sujet pour un autre podcast. Tu vois, peut-être ton dernier exemple très concret. Tu vois, le fait que très naturellement, on demande aux cadres, à peu près partout, de travailler tard le soir, de faire passer leur vie privée après leur vie. Voilà, ça c'est le modèle dominant. Ben, je suis pas du tout certaine que ça serve la performance des entreprises. Parce que derrière, ça a des coûts cachés qui sont importants en termes d'engagement, de turnover, d'absentéisme, etc. Donc voilà, tu vois, pour finir sur un exemple très concret, je pense que celui-ci, c'est quelque chose, bien que ce soit le modèle dominant, qui serait intéressant justement à questionner. Ouais, in media stat virtu. Toujours un peu de latin sur ce podcast. Merci beaucoup, Laurence, de ta générosité d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à toi, Jean-François, c'était vraiment avec plaisir. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bailly et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.